L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Au Maroc, c'est la 7e édition du Forum Médée qui se tient à Tanger. Elle est basée sur la problématique liée à l'émergence du continent africain et l'énergie. Ce sont donc les points de cette rencontre. Au Libéria, le gouvernement a levé l'état d'urgence dans le pays et ce serait une bonne nouvelle pour les Libériens. Sport football, la FIFA confrontée à des soupçons de corruption autour de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce sont près d'une centaine de personnes qui ont été désormais mises en quarantaine après la découverte des nouveaux cas d'infection à Bamako, au Mali. La maladie aurait fait 2 morts, dont un infirmier. Le Mali a renforcé les contrôles sanitaires au niveau de ses frontières, mais elle reste cependant ouverte. Et Ebola toujours, cette lutte qui se poursuit au Libéria, et cela pourrait être une bonne nouvelle. À présent, les autorités du pays viennent de lever l'état d'urgence. Et le Libéria, on le sait, est un des pays les plus touchés par cette épidémie. On annonce également que Médecins sans frontières va procéder à des tests de 3 traitements cliniques dans le pays, mais également en Guinée. Ces survivants d'Ebola permettront peut-être de trouver un traitement contre le virus. Leur sang et leur plasma qui contiennent des anticorps pourraient en effet être utilisés pour guérir des malades. C'est en tout cas l'un des essais qui va être lancé en Afrique par Médecins sans frontières. Grâce à des médecins du monde entier, l'organisation va aussi tenter 2 autres traitements avec 2 antiviraux différents, le favipiravir et le brincidofovir. Ces essais auront lieu dans 2 centres en Guinée et probablement dans un 3e au Libéria. Nous avons ces médicaments qui peuvent marcher ou pas sur Ebola. Le seul moyen de les tester, c'est pendant une épidémie. Donc si nous voulons trouver un traitement, nous devons le faire maintenant. Les 2 antiviraux ont été sélectionnés sur une liste fournie par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs critères ont été retenus, savoir s'ils sont efficaces, s'ils sont disponibles en quantité suffisante et s'ils sont faciles à administrer. Les premiers essais cliniques devraient débuter courant décembre. Les premiers résultats, eux, pourraient être disponibles en février. Pendant ce temps-là, les recherches sur un vaccin continuent aux États-Unis, au Canada ou encore en Russie. Le laboratoire britannique GSK a commencé à tester un vaccin sur l'homme le mois dernier. Selon l'OMS, il pourrait être disponible début 2015. Au Maroc, à présent, la problématique liée à l'émergence du continent africain a constitué un axe fort de cette 7e édition du Forum Médée. Aujourd'hui, l'enjeu est de renforcer la dynamique et également d'améliorer la capacité à créer de la richesse et des emplois. Plus de détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Tanger au Maroc, Djibril Maïga, Al-Khalifa Touré. Welcome to the Médées. C'est sous ce traditionnel chapiteau, installé dans le somptueux jardin du Movenpick, sur les bordures de la Méditerranée à Tanger, que l'Institut Amadeus accueille ses invités à l'occasion des travaux de la 7e édition du Forum Médées. Des sponsors aux partenaires médias, en passant par les collaborateurs nationaux et internationaux, tout est passé au peigne fin pour que ce Forum du Sud, qui débat de géopolitique dans un contexte international difficile et imprévisible, soit une réussite. Quelques heures avant la cérémonie officielle d'ouverture, retrouvailles, apartés et échanges ont meublé le décor dans une ambiance méditerranéenne. Cette 7e édition du Forum Médées se tient sous la thématique « Quel ordre dans le chaos ?» C'est dire que le volet géopolitique sera cette année encore dominé par le dossier brûlant de la situation dans le monde, surtout de la situation dans le monde arabe, avec la montée en puissance de l'État islamique. Autre sujet programmé cette année, et pas des moindres, le Moyen-Orient, mais surtout l'Ukraine, comme nouveau terrain d'affrontement entre Russes occidentaux et Américains. Le chaos, par définition,
un état de confusion des éléments ayant précédé l'organisation du monde est caractéristique de la situation actuelle. Nos cadres de référence sont renversés et la confusion règne. Les lendemains de ce qui a sans doute été appelé un peu trop naïvement printemps arabe n'en finissent pas de déchanter. Les répercussions dramatiques des soulèvements légitimes de 2011 viennent renforcer les menaces à la stabilité régionale et à la sécurité globale. Le monde aujourd'hui est à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte son appui aux pays en développement pour qu'ils puissent avancer et assurer la sécurité et la stabilité dans leurs régions respectives, soit nous aurons tous à supporter les conséquences de la montée des démons de l'extrémisme, de la violence et du terrorisme qu'alimente le sentiment d'injustice et d'exclusion et auquel aucun endroit au monde ne pourra échapper. Il convient de noter que cette année encore, plus de 120 intervenants prendront part aux 24 sessions programmées pour cet événement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ainsi donc, cette cérémonie d'ouverture s'est terminée par les notes musicales tirées du folklore andalou. L'énergie a été le point d'orgue des échanges de cette journée du Forum Médée. Alors, quel enjeu pour le développement du continent africain? Des éléments de réponse dans ce reportage de nos envoyés spéciaux. À Tanger toujours, Djibrila Maïga, Al-Khalifa Touré. Cette édition 2014 des Médées verra échanger une communauté d'intervenants de très haut niveau, décideurs gouvernementaux, responsables politiques, prix Nobel, chefs d'entreprise, dirigeants d'organisations internationales, experts et représentants de la société civile, pour déboucher sur des propositions pratiques et des solutions concrètes et sectorielles. Entre autres thématiques, cette journée a essentiellement porté sur le nouvel ordre énergétique mondial. Sans l'énergie, l'électricité et de l'eau potable, et aussi sans la circulation vite des produits, des personnes aussi, il n'est pas possible de développer l'économie de nos pays. Si les Africains avaient joué pleinement leur rôle, le continent serait électrifié aujourd'hui à 75%, a noté Jean-Louis Borloo, ancien ministre français, panéliste. Si on a l'électricité qu'à certains endroits en Afrique, on va avoir des déplacements de population terrifiants en Afrique. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. 600 millions de jeunes Africains ont des téléphones portables et savent qu'il y a la lumière ailleurs. Il y a 50 ans, on ne le savait pas, c'était moins grave. Maintenant, c'est terrifiant, donc il y a un vrai risque. Avant d'ajouter qu'une complémentarité est nécessaire entre les continents, car l'Afrique est le plus touchée par le règlement climatique et sa croissance dépend de son énergie. L'investissement le plus rentable de l'histoire de l'humanité reste l'investissement dans l'énergie. Et ceci passe par l'énergie solaire, l'électrification non fossile et l'énergie nucléaire. Même si cette dernière n'est pas sécurisée à 100% dans le monde, ont dénoncé les panélistes. Dans un contexte régional et international, le Forum Médées, qui se tient depuis 7 ans maintenant sur les bords de la Méditerranée à Tanger, apparaît de plus en plus comme un rendez-vous incontournable qui débat des enjeux majeurs des pays du Sud. Cet événement revêt également une dimension pédagogique avec la participation de 300 étudiants issus d'universités et de grandes écoles du Royaume du Maroc. Alors, débattre des enjeux et des défis auxquels le continent doit faire face sur son sol, le Médée, appelé également le Forum du Sud, est une initiative à saluer. On notait des participants à cette grande rencontre et les étudiants étaient venus en grand nombre. Les défis de développement de l'Afrique émergente ont été largement discutés ce jeudi autour de thématiques cruciales, sécurité, gouvernance, économie, dans le sens où toute croissance économique n'est possible que si elle est inclusive. Et en la matière, chaque pays a sa stratégie. Pour tracer la voie de l'émergence du continent africain, aujourd'hui, il est nécessaire que nos États s'engagent dans la mise en œuvre de politiques volontaristes de développement, notamment des politiques axées sur la promotion des secteurs productifs des économies. Je veux parler là de l'agriculture, de l'industrie, également des services. Et à ces politiques,
Il est important également qu'il soit accompagné de mesures appropriées, qui soient relatives aux politiques d'investissement, plus attractives, également des mesures, des réformes pour améliorer le climat des affaires. Et il est important de valoriser les ressources, aussi pour le développement en Afrique, et pas seulement d'exporter les ressources pour la valorisation en étranger. Toutes choses que le Forum MEDES ambitionne de mettre annuellement en lumière. Il s'agit des défis, des réussites et des difficultés des pays émergents à travers un certain nombre d'expériences. Nigeria à présent, la production pétrolière a une forte influence dans l'économie du Nigeria. Le Nigeria est d'ailleurs un des pays, le premier producteur de pétrole en Afrique. Aujourd'hui, ce pays est confronté à de sérieuses difficultés par rapport à cette richesse. Les détails dans ce reportage. L'eau de cette rivière n'est plus que or noir. À l'origine de ce désastre pour l'environnement et la vie des habitants, 2 fissures dans un oléoduc de Shell il y a 6 ans dans le delta du Niger. Si le géant pétrolier admet aujourd'hui que plus de 4000 barils de pétrole se sont déversés et qu'il a sous-évalué l'ampleur de la pollution, Amnesty International parle pour sa part document de justice à l'appui de quantités bien plus importantes. Plus de 100 000 barils de pétrole auraient contaminé la terre et les cours d'eau dans la région de Bodo. Les opérations de Shell dans le delta du Niger ont entraîné la dévastation de la zone et la société a à plusieurs reprises fait de fausses déclarations sur ce qui se passe dans le delta du Niger. En résumé, la prochaine étape est d'essayer d'obtenir des informations sur Shell et sur l'état de ses oléoducs et le fait qu'elle sous-estime le volume de pétrole déversé. Pour protéger son image, Shell affirme régulièrement que la majeure partie du pétrole répandu dans le delta du Niger est causée par le sabotage. Quant aux 15 000 habitants de la communauté de Bodo, 6 ans après les fuites, ils n'ont toujours pas touché d'indemnité officielle. Un procès doit se tenir en mai prochain devant la Haute Cour de Londres. L'an dernier, les victimes ont rejeté la proposition de dédommagement du géant pétrolier. Selon des sources proches du dossier, Shell voulait offrir à chaque villageois la somme de 1 300 €. La lutte contre l'insécurité routière au Gabon à présent. Le syndicat des transporteurs participe à cet effet. L'effort de sensibilisation des automobilistes mené par les autorités compétentes. Et le syndicat vient de lancer une opération de visite médicale des taximens un tour à une quarantaine de kilomètres de Libreville. Ismaël Obianze, Thierry Mensan. Cette opération, dont la vocation est de juger de l'aptitude des conducteurs à prendre le volant dans la ville d'Omobéi, a une volonté, celle de mettre fin au génocide sur les routes gabonaises. Le chauffeur doit être en bonne santé, son véhicule aussi. La particularité de ce certificat, c'est qu'il permettra non seulement de donner une aptitude, de déclarer un travailleur apte, mais en plus de faire des statistiques derrière. Par exemple, vous verrez que lorsqu'il y a un accident de travail, on peut savoir dans quelle auto-école est passé le transporteur, quelle est sa nationalité. Sur le plan réglementaire, est-ce que ce conducteur est en règle avec l'État, notamment lorsqu'il est étranger, s'il a une carte de séjour? Alors tout le monde est passé à la visite médicale. Il en sera désormais ainsi et fini l'anarchie. Avant, n'importe quel médecin délivrait le certificat médical. Or, la loi impose la médecine de travail parce que les transporteurs, c'est des travailleurs. Donc, nous avons choisi un médecin de travail parce qu'au Gabon, ils ne sont pas beaucoup. Je pense qu'ils n'atteignent même pas 20. C'est pour ça que nous avons choisi ces médecins et conformément à la loi, la mairie d'Untum nous a appuyés pour lancer cette opération. Vous avez vu les taxis vert-blanc. C'est depuis 2011 que nous sommes sur ce projet et ça a vu le jour depuis le 6 septembre dernier. Les transporteurs sont unanimes que l'initiative du syndicat des transporteurs est la bienvenue. Un transporteur doit être normalement suivi médicalement parce que s'il est porteur par exemple d'un virus ou bien d'un bacille de coque, tel que la tuberculose, elle est contagieuse moléculairement, c'est-à-dire aérienne. Donc, dès que le vent seulement vous êtes contaminé. Donc, le certificat médical d'un conducteur est nécessaire. Avant de partir au pays, j'ai fait le certificat médical. Après Untum, le syndicat gabonais des transporteurs terrestres compte poursuivre son opération sur l'ensemble du territoire national, une opération qui s'appuie sur les textes de loi.
Au Moyen-Orient, le régime syrien cherche à reconquérir Alep, la deuxième ville du pays. C'est une situation qui inquiète la communauté internationale. Les bombardements se poursuivent dans le pays et ce sont les victimes qui sont nombreuses. Pour la plupart, ce sont des civils. Les avions de Bachar el-Assad viennent de bombarder ce quartier d'Alep, bastion de l'opposition modérée. Alors que toute l'attention internationale se concentre sur Kobané, le régime syrien veut reconquérir la deuxième ville du pays. L'armée pilonne les 300 000 habitants restés dans la ville, les affame, et tente de les couper de tout lien extérieur. La situation inquiète sérieusement la communauté internationale. Le 4 novembre dernier, dans une tribune publiée par le Washington Post et le Figaro, Laurent Fabius lance cet appel. Après Kobané, il faut sauver Alep. À Damas, Bachar el-Assad promet d'étudier la proposition de l'ONU. C'est une nouvelle approche pour diminuer la violence, en particulier dans un endroit, la région du sud d'Alep, ce qui signifie arrêter les combats. Arrêter les combats, donc plus personne ne bouge de l'endroit où il est. Mais concrètement, sur le terrain, les bombardements n'ont pas encore cessé. Affaiblis, les rebelles modérés d'Alep sont coincés entre l'armée syrienne et les djihadistes. Les voici, ces combattants d'Allah, dans une vidéo de propagande tournée dans la région. Ils exhibent leurs chars, leurs canons, leurs forces de frappe. Dans ce conflit à géométrie variable, les alliances sur le terrain changent et s'adaptent. Sur le front nord, l'armée syrienne se bat aux côtés des Kurdes contre le groupe État islamique. Ensemble, ils ont reconquis la ville kurde de Kamishli et chassé les djihadistes. Ces forces spéciales syriennes tentent maintenant d'établir une zone de sécurité autour de la ville kurde. Et cette situation de confusion dans le domaine du football, il s'agit des soupçons de corruption autour de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. La FIFA assure pour sa part qu'il n'y a pas de corruption. L'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar sème à nouveau la zizanie. Preuve en est les déclarations contradictoires de ces dernières heures au sein même des instances de la FIFA. Ce matin, l'attribution de ces deux événements majeurs semblait ne plus pouvoir être remise en cause. C'était en tout cas l'avis du président de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, Hans-Joachim Eckert. Une affirmation en demi-teinte, car dans le même temps, il admettait que l'enquête lancée après les soupçons de corruption autour de ces deux Coupes du Monde avait mis en évidence certains faits susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du processus. La réaction du responsable de l'enquête, Michael Garcia, n'a pas tardé. Lui aussi préside au comité d'éthique et sa communication sur le sujet diffère sensiblement. Contestant les conclusions de son collègue, qui selon lui a fait une présentation incomplète et erronée de son rapport, il a une nouvelle fois réclamé la publication de l'intégralité de celui-ci pour qu'en de cet épineux dossier soit rendu public. Ce nouveau imbroglio au sein de l'instance mondiale de football a évidemment surpris, à commencer par le secrétaire général de la FIFA, effaré par autant de discordances. Vous êtes les premiers à m'informer de la situation et je découvre ainsi l'intention de M. Garcia de déposer une telle requête. Je n'ai pas une idée précise de ce que tout cela va déclencher et je voudrais faire un simple commentaire. Je suis vraiment attristé de voir que les deux responsables du comité d'éthique de la FIFA puissent avoir des points de vue aussi différents sur des échéances aussi importantes pour le football mondial. Tant que le rapport Garcia ne sera pas publié, les doutes et questionnements autour de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 subsisteront. La FIFA a jusque-là réussi à gérer ses secrets. Une crise interne pourrait bien tout changer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.